bien cette petite musique là, comme ça là. C'est du ukulélé, je crois, non? Ouais, un truc comme ça. C'est vous qui connaissez ça. C'est une bonne entrée en matière. Hein. Ouais, les vraies voix, on est là. Bonsoir Judith Belair. Bonsoir Frédéric Brindel. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth Lévy. Et bonsoir Jean Dorido. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Alors je précise que notre Elisabeth a dit bonjour mais que son micro n'était pas branché. Mais c'est pas de votre faute, c'est normal, Elisabeth. le temps de mise en place, hein, c'est logique. Et puis bienvenue chères auditrices, chers auditeurs, hein, dans les vraies voix de l'été sur Sud Radio. Comme chaque soir de cette semaine et de la semaine prochaine, vous serez en compagnie de moi-même et de mon acolyte Frédéric Brindel. Et puis on va faire évidemment parler, vous faire parler, parler ensemble, débattre sur les sujets qui vous concernent, qui vous font réagir. On parle de tout, on parle vrai, vous le savez, sur Sud Radio. Vous êtes la vraie voix de notre station. Vous nous appelez évidemment au 0826 300 300 pour partager vos opinions, vos anecdotes, et puis vous votez aussi sur notre compte X. Puis d'ailleurs, le sujet de notre premier débat, écoutez, on l'a bien tous vécu, hein, malgré une position forte après le premier tour des élections législatives, le RN n'a pas réussi à transformer cette dynamique en une majorité parlementaire au second tour, soulignant des défis internes et externes significatifs. Du coup, nous vous posons la question à 17h30 avec nos vraies voix, vous les auditeurs de Sur Radio et sur le compte X. Le grand débat du jour, législative, le RN est-il vraiment un parti de gouvernement? C'est à se poser la question, puisqu'à chaque fois on fait barrage. Oui, tout à fait. Et puis la question du deuxième débat, hein, bien que le nouveau Front populaire et les divers gauches soient en bonne position pour influencer le choix du Premier ministre, l'issue finale dépendra de nombreux facteurs politiques et stratégiques, ce qui nous amène à notre deuxième question du jour. Le coup de projecteur, 18h40. Emmanuel Macron est-il contraint de nommer un Premier ministre à LFI? Vous intervenez à l'antenne pour défier nos vraies voix sur la question. C'est vrai parce que rien ne l'oblige. Et tout à fait. Justement, on va pouvoir en parler, en discuter avec nos éditorialistes. Philippe Bilger, ici présent. Vous êtes président de l'Institut de la Parole et auteur de Livres propos d'un inclassable. Vous êtes publié à la Nouvelle Librairie. C'est ça, Judith. Elisabeth Lévy. Non, mais c'était bien de le préciser. Vous êtes très bien renseigné. Vous êtes directrice de la rédaction de Causeur et notre vraie voix aussi ce soir. Et puis Jean Dorido, docteur en psychologie. Bienvenue sur le plateau. La France va bien, Jean? La France a connu mieux. Et puis on file au 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez, on vous le dit. Et on accueille notre auditeur. Alors déjà, au répondeur, attention, message sélectionné 0826 300 300. Nous avons ce soir sélectionné Simone de la Drôme. Écoutez bien, on réagit. Oui, bonjour, je m'appelle Simone, je vous appelle de la Drôme. Je viens de regarder les résultats sur le site officiel du gouvernement. Je ne comprends pas mathématiquement. Le RN a obtenu plus de 8 millions de voix et n'a que 80 et quelques sièges. La gauche obtient 7 millions et quelques de voix et obtient 146 sièges. Mathématiquement, je ne comprends pas. Je voudrais que quelqu'un m'explique, s'il vous plaît. Donc, je répète que ces chiffres sont extraits du site national du gouvernement. Merci pour votre éclairage. Bonne journée. Au revoir. Voilà une question simple, claire et précise. C'est d'ailleurs le sujet sur lequel va revenir Elisabeth Lévy juste après. Que j'appelle la distorsion majoritaire. Voilà. C'est le scrutin majoritaire à 2 tours qui favorise, surtout dans le cas désistement contre nature. Alors là, ça crée... il faut expliquer à Simone qu'en fait, le nombre de voix n'a que peu d'importance parce qu'en réalité, c'est des élections législatives. Donc en fait, il y a 577 élections, donc de 577 députés. Et par conséquent, les volumes de population qui votent sont très différents d'une circonscription à une autre. C'est le fameux découpage électoral. À l'époque, il y avait des ceintures noires de découpage électoral qui faisaient en sorte justement de favoriser leur camp. C'était il y a très longtemps, au siècle dernier. Oui, ça n'arrive pas. Ça. Non, mais Simone est parfaitement... Je ne fais pas l'injure à Simone de ne pas savoir qu'une législative n'est pas une présidentielle, pardon. Non, mais sur le nombre de voix... ça vaut le coup de se poser la question. Évidemment. Je veux dire, le nombre de voix dans une élection proportionnelle comme celle qu'on a vue le 9 juin, c'est une photographie de l'opinion. La Constitution de la Ve République prévoyait, si vous voulez, il y a grâce au mode de scrutin, une balance entre la gouvernabilité d'un côté, la représentativité de l'autre. Et là, je vous en parlerai tout à l'heure, si vous voulez, avec, comme l'a dit Philippe,
si vous voulez, cette logique folle du tous contre un, si vous voulez, la représentativité est partie par-dessus tête. Alors il faut que je refasse des calculs pour savoir combien d'électeurs RN il faut pour avoir un député et combien d'électeurs de gauche. Mais on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Vous savez, les Américains, chaque année pour l'élection du président, il y a un nombre d'États, et en fait il y a peut-être plus d'électeurs, mais c'est en fonction de ça. Il arrive assez rarement que c'est arrivé bien sûr, mais que le président américain soit finalement avec tout ce tuyau très compliqué des primaires, etc., élu avec une minorité des voix, ça arrive, mais c'est quand même pas le cas le plus fréquent. Et quoi qu'il en soit, ça affecte toujours la légitimité de celui qui est élu. Si vous êtes élu par une minorité des citoyens, c'est un problème. Une ville comme Paris pour les municipales, d'ailleurs, c'est souvent discuté parce que c'est le même principe. Ce sont les conseillers municipaux qui votent. Ça va énerver Elisabeth. Tu ne dois pas dire Hidalgo. Typiquement, les candidats de droite ont plus de voix que le candidat de gauche à Paris, mais c'est Madame Hidalgo qui est quand même élue maire de Paris. J'étais pressée de le retrouver. Vous nous appelez, chers auditrices, chers auditeurs, 0826 300 300, et on retrouve Quentin qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Quentin, vous avez envie de taper un coup de gueule sur les législatives et la légitimité de ces élus, en fait. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Maître Bilger, Madame Lévy que j'adore. Je vous passe un petit. Ah, merci Quentin. J'adore votre gouaille et j'adore ce que vous dites. Malheureusement, je préfère écouter les avis contraires. Donc, quitte à avoir de la gouaille, j'écoute Madame de Gouaille qui est aussi de la gouaille. Elles sont copines. Mais je vais vous dire. En plus, nous aimons nous disputer. Voilà, Quentin. Elles sont copines. Bon, alors donc, comme le disait Judith, allez-y pour votre petit coup de gueule. La légitimité, vous en avez parlé. La légitimité, il y a quelque chose qui m'échappe avec cette élection. C'est quelle légitimité auront les députés qui sont élus? Parce que, comme vous le dites, il y a un pourcentage d'électeurs qui s'est prononcé pour un camp, et finalement on voit que les sièges sont attitrés à d'autres. On comprend bien le système et c'est logique. Par contre, effectivement, il y a un choix qui a été enlevé, une possibilité de choisir qui a été enlevée à l'électeur, qu'on soit du côté de Ensemble, qu'on soit du côté de j'allais dire LFI, mais c'est on va dire le nouveau Front Populaire, voilà. Et non pas Front Populaire. J'avais ripé. Rassemblement national de LR. Mais quel que soit, il y a eu plein de configurations différentes dans lesquelles les électeurs ont pu se sentir floués, même si j'ai cru comprendre que c'était pas forcément l'avis général. Il y a quelque chose qui m'échappe et qui m'attriste. Alors peut-être que nos vraies voix vont pouvoir vous éclairer un petit peu, Philippe Bilger. Pour aller dans une forme de provocation, on parle depuis hier soir du barrage contre le RN. J'ai l'impression, quand on regarde bien les résultats du premier tour et ceux du second, qu'il y a eu d'une certaine manière un barrage contre la démocratie, de mon point de vue. Mais c'est pas le moment de le développer, mais je le pense profondément. Et pourtant la démocratie a parlé, Jean Dorido. Ça, c'est le principe de nos institutions, c'est un fait. Là, les urnes ont parlé. Pour autant, ça rappelle à quel point 2022 était vraiment une exception quand on regarde les votes RN. Parce qu'en 2022, il y avait très très peu de triangulaires. Et c'était la première fois que ce fameux plafond de verre du RN disparaissait. Souvenez-vous, en 2017, le RN, tiens, c'est pour Simone, ça a fait énormément de voix. Il y avait 7 députés RN à l'Assemblée. Et jadis, c'était la même chose. Et puis en 2022, une espèce de mécanique s'est mise en place, 89 députés, c'était complètement inédit. Et là, ces élections ont montré que ce fameux barrage, eh bien, ça fonctionne encore. Et c'est classique de dire qu'au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Les Français ont choisi le RN au premier tour, et puis c'est un fait, ils ont éliminé le RN au second. Est-ce que c'est pas ça une démocratie qui fonctionne justement, on choisit, on élimine. Oui. Pardon, c'est normalement, on en choisit un au premier tour, on élimine un autre au deuxième. Je crois que on a oublié juste un léger détail. Oui. C'est qu'une élection suppose un débat loyal, un débat démocratique. La démocratie, c'est pas juste des élections, parce que je vous rappelle qu'en Chine, il y a des élections. Donc, ça suffit pas comme critère. Il faut que ces élections soient précédées d'un débat loyal entre citoyens éclairés. Alors, je vous laisse juge de savoir si les citoyens sont éclairés ou pas par notre école. Nos auditeurs le sont, ça c'est sûr. Nos auditeurs
oui, ayons mais la vu faiblesse l'état de d'y l'école, croire. merci, vu Voilà. l'état de l'école, je ne suis pas sûr que nous soyons tous aussi éclairés aujourd'hui qu'il y a 25 ans, excusez-moi, je le dis. Il y en a qui n'ont pas la lumière dans toutes les pièces. Voilà, je pense que c'est comme ça. Les gens, en plus, beaucoup de gens ne suivent pas la politique et, si vous voulez, le débat en l'occurrence, quand on vous dit, quand tous les corps constitués, quand toutes les corporations subventionnées, toutes les associations qu'on puisse imaginer vous disent tous les jours le fascisme arrive, le nazisme arrive, allez-vous être complices? Excusez-moi, il y a un effet d'intimidation. Je veux dire, il y a eu, si vous voulez, une mobilisation des médias. Normalement, il aurait dû y avoir une espèce d'équilibre, pas absolu, mais quand même une sorte de fair play. Dans l'exposition des choses, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, moi, j'estime, si vous voulez, que cette élection ne correspond pas tout à fait. Disons qu'elle est légale, ça c'est sûr, mais elle n'est pas réglo. Non, mais je suis désolé. Ouais. Quand je vous dis qu'avant une élection, il faut un débat. Vous pouvez pas me dire que le débat était loyal. Il y a eu débat. Non, mais il y a eu débat. Ah non, mais là, je rejoins absolument Elisabeth. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas débat, Philippe? Non, mais disons, loyal. il y a eu un matraquage massif pour un seul camp. Alors, bien sûr, on peut dire que des chaînes de télé, ça dépend, ça dépend des médias. ont parfois parlé, mais globalement, j'ai entendu Et deuxième élément, ça ne veut pas dire que le Rassemblement national n'a pas une part de responsabilité dans sa défaite. Et on remercie Quentin pour le débat. Quentin, là. Bien vu. avec nous. Et puis vous nous appelez, vous réagissez s'il vous plaît au 08 26 300 300 et vous votez à nos questions sur le compte X de Sud Radio. Puis on va revenir tout de suite avec le réquisitoire du procureur. Restez avec nous à tout de suite. Très chers auditeurs, alors dans un instant, on va retrouver évidemment Félix Mathieu et ses 3 mots dans l'actu. Ça va être bien, parce qu'il est remonté. On sent qu'il a faim. A priori, les 3 mots, on pourrait peut-être faire un quiz, même presque, pour les deviner. On les connaît presque à l'avance. Mais tout de suite, on donne la parole au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Monsieur le procureur, vous posez la question, faut-il dans le nouveau gouvernement des ministres d'origine modeste comme en Angleterre? Oui, parce que j'ai beaucoup apprécié la victoire éclatante du leader des travaillistes en Angleterre, sa mère, si je prononce bien, et j'ai beaucoup aimé la conception politique qu'il a du pouvoir, notamment lorsqu'il énonce cette évidence trop peu partagée en France, c'est que il ne faut pas promettre aux électeurs l'impossible parce que évidemment ça les désillusionne. Et donc j'aime bien cette vision pragmatique. Alors elle n'a peut-être pas de rapport avec le fait qu'il a insisté pour avoir dans son gouvernement quelques ministres d'origine modeste, mais je trouve que sans faire de démagogie, c'est une bonne chose d'avoir dans un gouvernement des ministres d'origine diverses, avec un pluralisme intellectuel, et certains qui sont en effet d'origine modeste, pas forcément des Rachel Keke qui a été, vous l'avez noté, qui a été battu, mais des gens qui apportent un pragmatisme, un empirisme et une connaissance du peuple dont on a la charge. Des ministres d'origine modeste, est-ce que quelque part, Elisabeth Lévy, ça pourrait rétablir une forme de confiance finalement? Je crois pas. Enfin, honnêtement, je crois que la panne démocratique française, elle tient à bien d'autres choses. Au fait que si la politique civilise pas nos conflits, si vous voulez, échoue à pacifier nos conflits, c'est pour d'autres raisons, je pense. Cela dit, je suis partagée parce que d'un côté, si vous voulez, l'idée qu'il faudrait une femme de ménage pour parler des problèmes des femmes de ménage, donc il faudrait, si vous voulez, vivre les problèmes pour les comprendre, me paraît être une insulte à l'intelligence, à la recherche. Je veux dire, on peut parler de Louis XIV sans l'avoir connu, heureusement. Donc, mais d'un autre côté, Christopher Lasch, je me rappelle dans, je sais plus, je crois dans de Seul et vrai paradis sur l'idéologie progressiste, racontait justement que il parlait du fait que l'origine, il parlait des journalistes, là, en l'occurrence. Il disait qu'il n'y avait plus un seul journaliste aujourd'hui, si vous voulez, qui venait effectivement de milieux agricoles ou ruraux, enfin qui étaient fils de paysans ou fils d'ouvriers. Il parlait des journalistes américains. Il disait les journalistes sont tous issus de la même classe, des mêmes écoles, et donc ils sont incapables. Et je me rappelle, par exemple, au moment de la première élection, de l'élection de Trump d'ailleurs, on pouvait pas comprendre pourquoi des Américains avaient voté Trump. Et de la même façon, si vous voulez, aujourd'hui, c'est plutôt, moi je dirais qu'il faudrait une diversité de bains culturels en quelque sorte.
si vous voulez, effectivement, que des gens viennent pas forcément qu'ils soient de milieu modeste, mais quelqu'un qui vient d'un milieu rural, si vous voulez, par exemple, ça me semble important qu'il y ait cela aussi. L'instruction et l'intelligence, ça fait deux, quoi, finalement. On n'est pas obligé d'être instruit, mais en tout cas, l'intelligence... Je crois que l'instruction est très importante. Je dis juste que si tout le monde sort des mêmes écoles, a les mêmes diplômes, a fréquenté les mêmes gens, si toute l'assemblée est allée à l'école alsacienne étant jeune, ce qui n'est pas le cas évidemment, mais vous imaginez bien, si vous voulez, que ça forme une élite politique trop homogène. Voilà, c'est une question d'homogénéité. Voilà, et puis on peut distinguer, pardon Jean, entre le ministre et le député. C'est pas tout à fait la même formation. C'est vrai. Je n'aurais pas fait le même raisonnement. C'est vrai, pardon. Je pense qu'on manque de sang neuf de façon générale, et j'aurais tendance à rejoindre Philippe Bilger. Non, je crois que l'origine sociale du personnel politique est vraiment très très importante. Je crois que... Vous-même, vous voyez ministre alors, non? Non, alors Dieu me préserve. Non, mais je crois qu'on ne se rend pas compte, enfin, des personnes ne se rendent pas compte à quel point certains personnages politiques sont complètement hors sol parce que vraiment nés dans la très très upper class, pardon pour l'anglicisme, et quand même ça fait du bien qu'on les aime ou pas politiquement, des Darmanin, des Rachida Dati, des Dupond-Moretti, je me rappelle jadis Monsieur Monory, même Monsieur Bérégovoy, des personnes qui avaient quand même connu la vraie vie, pardon de le dire, c'est un fait, Elisabeth Lévy le dit, quand on fait son école à l'école alsacienne, c'est des personnes qui ne connaissent pas la vraie vie des gens, c'est quand même une réalité. Il faut pas non plus les... Allez, les 3 mots dans la clé, Félix Mathieu, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu. Gauche, Matignon et RN. La gauche promet de proposer d'ici une semaine un nom pour Matignon après son arrivée en tête hier au second tour des législatives. Pendant ce temps, Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester en poste pour gérer les affaires courantes avec les JO en embuscade. Et puis Jordan Bardella dit assumer sa part de responsabilité dans la défaite. Une victoire différée, disent même à l'unisson les différents responsables du RN aujourd'hui. Les vraies voix Sud Radio. La gauche en tête, mais loin de la majorité absolue. La répartition par siège des législatives d'hier commence à se préciser. Pour le nouveau Front populaire, 190 à 195 députés. Pour le bloc macroniste, au moins 160 élus. Et puis donc, pour le Rassemblement national, 143 sièges. On le rappelle, la majorité est à 289. Donc tout le monde en est loin. Dans ce contexte, qui Emmanuel Macron va-t-il choisir comme Premier ministre? La gauche promet de proposer un nom d'ici une semaine. Le changement. Alors les connaisseurs auront sans doute reconnu la chanson de la campagne victorieuse de François Hollande en 2012, car oui, pour Nicolas Corato, spécialiste de communication politique et président du think tank Place Publique, eh bien c'est ce type de Place de la République, pardon. Eh bien selon lui, c'est ce type de profil comme celui de François Hollande qui a vocation à rassembler dans une assemblée ainsi éclatée en 3 tiers. Un profil d'abord d'apaisement, un profil de responsabilité, profil qui est capable d'en imposer à la fois à nos partenaires européens, mais également au président de la République. Moi, je vois 2 profils qui correspondent à ça. Il y en a un à gauche, qui est celui de François Hollande, ancien président de la République, qui a été le mentor, entre guillemets, malheureux, mais d'Emmanuel Macron, qui a été le seul homme politique à cantonner Jean-Luc Mélenchon quand il était premier secrétaire du PS. Il a une expérience très très étroite du fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon. Et à droite, je vois bien un profil comme Jean Castex, qui effectivement est le seul Premier ministre qui a su s'imposer face au président de la République, qui a cette capacité à renouer un dialogue avec les territoires. Voilà, Jean Castex ou François Hollande, selon Nicolas Corato du laboratoire d'idées Place de la République, au micro de Thierry Guerrier sur Sud Radio ce matin. En tout cas, quel que soit le futur Premier ministre, les négociations s'annoncent après dans la nouvelle Assemblée nationale. Comment faire passer des réformes comme l'augmentation du SMIC ou l'abrogation de la réforme des retraites sans majorité absolue? Eh bien, rien n'est impossible, répond l'insoumis Antoine Léaumont, réélu hier. Et tout ne passe pas, dit-il, forcément par des projets de loi. L'augmentation du SMIC est ultra majoritaire dans le peuple français. La volonté d'augmentation du SMIC est ultra majoritaire dans le peuple français. Réforme des retraites. Vous l'avez dit. Oui, comment faites-vous? Monsieur Bourdin, sans majorité. 93% des Français. Abroger la réforme des retraites. Ça se fait par décret, cette chose-là aussi. L'abrogation, pas la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, effectivement, il faut un projet de loi. Bon, mais l'abrogation par décret. L'abrogation par décret. Vous gouvernez par décret. Monsieur Bourdin, attendez. 49.3. Le 49.3 est précisément ce qui a imposé une réforme des retraites. On ne va pas nous reprocher quand même d'abroger par décret une réforme qui est illégitime sur le plan démocratique. Antoine Léaumont, député LFI élu de l'Essonne, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Félix Mathieu, vous vous intéressez à Jordan Bardella qui prononce le mot défaite aujourd'hui. Eh oui, une défaite que l'ancien candidat RN à Matignon dit assumer tout en dénonçant au passage quand même le barrage contre son parti.
Le Rassemblement national est aujourd'hui la première force politique du pays en nombre de voix. Nous sommes arrivés très largement en tête. Mais il est clair que les accords électoraux et que les arrangements qui ont été passés entre messieurs Mélenchon et Macron nous ont empêchés d'obtenir cette majorité, nous ont disqualifiés dans un certain nombre de circonscriptions. Donc on commet toujours des erreurs, j'en ai commis, nous en avons commis, et je prends ma part aussi, ma part de responsabilité dans ce résultat. J'ai été le chef de file du Rassemblement national, à la fois aux européennes mais aussi dans cette campagne, et donc j'assume ma part de responsabilité, tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier. La victoire est différée, estime même Jordan Bardella au micro AFP de Louis Sibyl et Emma Vallée-Guillard. Victoire différée, expression utilisée aussi par Marine Le Pen ce matin, Sébastien Chenu et plusieurs autres responsables du RN aujourd'hui. De son côté, Gabriel Attal a donc présenté sa démission à Emmanuel Macron, le chef de l'État qui lui demande de rester en poste pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. On le rappelle, la France doit accueillir les Jeux Olympiques, rien de moins à partir du 26 juillet, c'est dans même pas 3 semaines. Merci Félix. Un parti de gouvernement est un terme qui désigne un parti politique qui a la capacité, la préparation et la crédibilité nécessaires pour assumer ses responsabilités de la gestion des affaires publiques et de la direction d'un pays. Est-ce que le cas du RN, c'est la question qu'on vous pose sur X et vous dites oui pour l'instant à 83%, n'est-ce pas Frédéric? Non, oui, bien sûr. On va voir ça. Notre invité dans un instant va nous éclairer. Jean Petot, politologue, il nous aidera à y répondre. Une première tendance, Jean Petot, oui, non? Oui. Oui, mais pour cela, il faut acquérir une sorte de crédibilité et en particulier peut-être investir ce qu'on appelle les strates intermédiaires et entre autres les mandats locaux ou territoriaux. Et ben ça voilà, peut aider. Le décor est planté. Réponse dans un instant avec nos 3 vraies voix, Elisabeth Lévy, Jean Dorido et Philippe Bilger. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bienvenue sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, ce sont les vraies voix de l'été avec on est mon déjà un peu, c'est déjà un peu en été. Frédéric on a du mal à y croire, Judith Belair, avec ce temps, ça fait pas très été, quoi. Non, mais bon, on attend le soleil. Il paraît que dans le sud, ils l'ont. Il est là, il est présent. Dans l'ouest un peu moins, dans l'est encore un peu moins, et dans le nord pas du tout. Mais c'est pas grave, le soleil est dans le studio, vous êtes là. C'est beau. On adore. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Non, mais c'est un risque nécessaire parce que sinon, l'alternative, c'est ne rien faire, ce qu'on a quand même beaucoup fait en France. Oui, c'est une progression et je pense que la République En Marche emporte une responsabilité en ayant banalisé leurs idées. Il va sans dire qu'à mes yeux, cet accord ne peut être construit ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise. La France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir. Il va falloir maintenant que ceux qui ont appelé à ces accords contre nature en assument les conséquences. Un parti de gouvernement est un parti politique qui a démontré sa capacité à diriger efficacement un pays. Il dispose de leaders expérimentés et compétents, d'un programme politique détaillé et réalisable et d'une organisation solide avec les ressources nécessaires évidemment. Il jouit de la confiance du public grâce à sa transparence, sa responsabilité. Il sait s'adapter aux changements tout en restant stable, efficace. En somme, c'est un parti prêt à assumer les responsabilités de la gestion des affaires publiques. Alors, c'est bien la question d'ailleurs qu'on vous pose à vous, auditrices et auditeurs de Sud Radio sur X. Ben oui, parce que parlons vrai. Avez-vous vraiment imaginé Jordan Bardella dans le rôle de Premier ministre? Depuis plus de 20 ans, les Français parviennent à s'unir pour faire barrage au parti lepéniste. Est-ce une mission impossible pour les RN? Question sur le compte X de Sud Radio. Le RN est-il un parti de gouvernement, Judith? Ce à quoi vous répondez oui, à 82%, chers auditeurs, chères auditrices. C'est assez clair, c'est clair et clair. Et puis pour y répondre, nous sommes avec Jean Petot, notre invité du jour. Jean Petot, vous êtes politologue et puis toujours avec nos 3 vraies voix, n'est-ce pas Frédéric? Alors nous avons Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Jean Dorido. Voilà. Alors, Jean Petot, c'est parfait. C'est bien. L'ai-je bien détendu? Est-ce qu'on a bien, on a bien dit notre leçon. Alors Jean Petot, justement, on va revenir tout de suite à vous, mais on commence par poser cette question à notre cher Philippe Bilger. Alors la question de Sud Radio est véritablement très pertinente. Et
avant-hier, je n'aurais pas répondu de la même manière. Aujourd'hui, je me prête une lucidité rétrospective. Et je pense que l'élection législative entre les deux tours, quel qu'a été le matraquage contre le RN, a démontré tout de même que celui-ci n'était pas encore un possible parti de gouvernement, d'abord à cause de parfois la pauvreté des argumentations développées notamment par Jordan Bardella, par les erreurs commises de concert par Marine Le Pen et Jordan Bardella, par la pauvreté du personnel politique auprès de ce duo. Alors c'est très facile de le dire aujourd'hui, j'en ai conscience. En 2027, ce ne sera peut-être plus le cas parce qu'ils vont travailler, mais aujourd'hui, après les conséquences de ce qu'on a vécu, je dirais plutôt non. Jean Petot, sur ce que dit Philippe Bilger, est-ce que finalement c'est lié? Vous inquiétez pas, Elisabeth. Non, mais c'était pour. C'est version. Vous avez changé la méthode. C'est version été. C'est version Frédéric Brindel et Judith Bellard. Donc, c'est parti. Mais c'est pas grave, Elisabeth. On y arrive. Mais oui, Jean Petot, sur ce que vient de dire Philippe Bilger, est-ce que ce sont ces erreurs qui font la défaite ou est-ce que c'est bien plus différent que cela? Je crois que c'est plus différent que cela. Si défaite il y a du Rassemblement national, parce qu'on peut aussi s'interroger ou se poser la question. Je crois que ce n'est pas simplement son déficit, par exemple, d'expérience ou d'implantation locale. C'est un vrai débat. Qu'est-ce qui fait qu'un parti est ou pas un parti de gouvernement? On voit bien que c'est pas d'ailleurs une définition qui est très stabilisée. Ce qu'on peut constater, c'est que traditionnellement, les partis politiques sont dans la course et dans la compétition à toutes les élections qui se présentent. C'est pas le cas forcément de toutes les formations politiques. Je dis bien formation politique. Regardez la France insoumise, ils se fichent complètement des élections intermédiaires. C'est pas leur problème. Vous avez pratiquement pas d'élus de la France insoumise dans les collectivités territoriales. Ils ne veulent pas gérer au plan local. Ils ne veulent pas acquérir d'expérience concrète de gestion des dossiers. C'est pas leur cible en quelque sorte. Eux, c'est la prise de pouvoir. Point barre par l'échelon national. Voilà. Merci Jean Petot. Vous restez avec nous. Je continue avec Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy, est-ce que, pour revenir un peu à la question sur le RN est-il un parti de gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il dispose en fait de ces leaders expérimentés et compétents dont on a besoin en fait, pour toute légitimité? La preuve du pudding, c'est qu'il se mange, disent les Anglais, comme vous le savez. La preuve d'un parti de gouvernement, c'est qu'il gouverne. Ce soir, sur les très forte, en conséquence de quoi si vous voulez, on n'en sait rien. On ne sait pas puisque on les a pas vus en on lui fait ce procès, si vous voulez, en fait, on l'écarte du pouvoir avec cette méthode du cordon sanitaire sur laquelle on reviendra, je pense, dans notre prochain débat. Oui. Avec cette méthode dont Philippe a parlé, on l'écarte du pouvoir depuis 30 à 40 ans et je dirais plus particulièrement depuis une dizaine d'années où à la fois c'est Marine Le Pen qui a pris le pouvoir, qui a viré son père et qui a qui a quand même changé le parti, qui l'a quand même fait monter. Donc on l'écarte malgré tout du pouvoir en lui faisant deux procès. Le premier, le nazisme, le fascisme, j'y reviens pas. Et le deuxième, c'est l'incompétence. En réalité, c'est comme quelqu'un qui va prendre un boulot. Il faut bien que vous en ayez un premier. Maintenant, là où je rejoindrai Philippe et en partie notre politologue, Jean Petot. Voilà, Jean Petot, pardonnez-moi. C'est que pendant la campagne, effectivement, l'amateurisme du choix des candidats, si vous voulez, quand on a découvert, si vous voulez, que dans plein de circuits, je veux dire, c'était vraiment... Il y a des cas de figure particuliers. Mais ils avaient été cherchés, franchement, si vous voulez, c'est un peu accablant. On revient sur des trucs, ils sont pas raccords sur leur programme, quelles mesures on a gardées, ils savent pas. Donc, si vous voulez, ça donne une impression d'amateurisme. Maintenant, pour en connaître certains, et Philippe les connaît aussi, et, peut-être, en tous les cas, on les croise, on en a croisé certains, nous, sur les plateaux, il y en a qui sont de très grande qualité.
y en a beaucoup. À vrai dire, faut arrêter, si vous voulez, c'est pas une espèce à part. Il y a beaucoup de députés RN qui viennent de LR, hein, je veux dire, donc, ils étaient respectables il y a 10 ans, et maintenant ils ne le seraient plus, je ne sais pas à quel titre, mais enfin c'est comme ça. Donc, on verra, de toute façon, voilà. On ne le saura pas cette fois-ci, c'est sûr. Jean Petot qui est avec nous, notre politologue. Bon, ce qu'on dit là, est-ce que... faut passer à une autre question qui est vraiment centrale. Est-ce que, vu l'organisation de la vie politique française, il y a un moment où on parle en général de plafond de verre, il y a un moment où ça sera jamais possible finalement pour le RN s'il reste en tant que tel estampillé extrême droite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas possible? Non, je crois pas qu'il y a de fatalité. Ce que je pense, c'est que le Rassemblement national va gagner une élection majeure, sans doute peut-être plus facile, qui est celle, paradoxalement, de la présidentielle, parce que là, vous n'avez pas de mécanisme électoral qui est celui du scrutin d'arrondissement majoritaire uninominal à 2 tours, qui fonctionne effectivement comme un mécanisme défavorable au parti RN, qui a aussi la difficulté de constituer des coalitions, voilà, ou de s'allier, même si cette année, il y a cette nouveauté avec les ciotistes qui a pu certainement d'ailleurs permettre une augmentation du potentiel en sièges, même si elle a été limitée. Non, je crois que le fameux plafond de verre, c'est une représentation que l'on se fait. Je voudrais revenir sur le fait que le RN, un certain nombre de ses dirigeants sont conscients du déficit de formation. Alors, ce mal de déficit de formation des militants et des futurs candidats n'est pas spécifique au RN. Les partis politiques sont d'une nullité assez accablante aujourd'hui. Il n'y a plus de formation à l'intérieur des partis politiques, il n'y a plus de travail militant. Tout cela relève de l'antéchrist, quoi. Ouais, et de ce point de vue-là, certains auraient besoin d'un peu de média training, mais bon, sinon c'est sûr. Non, pardon. Le média training, c'est pas ça du tout. Le média training, c'est acquérir des trucs qui fait que tout le monde se met à parler comme Jordan Bardella quand il est candidat du RN de moins de 30 ans. Certains devraient faire de la gonflette d'ailleurs parce qu'il leur manque un peu de muscle. Et puis autrement, beaucoup de candidates ressemblent à quelques députés déjà élus. Alors, et ça, c'est du mimétisme. Oui. C'est pas de la formation, ça. Jean Petot, je me permets de rebondir sur... Il y a quand même Marine Le Pen qui a dit chez nos confrères que Jean Dorido, que l'équivalent du RN aux États-Unis, c'est entre le centre droit et le centre gauche. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Alors écoutez, sans être ceinture noire de sciences politiques, contrairement à notre invité, je pense qu'elle a raison, Marine Le Pen. Je rebondis sur ce qu'a dit Frédéric Brindel tout à l'heure. Je pense qu'il y aura toujours un plafond de verre pour le RN en France tant que le RN acceptera, tolérera cet estampillage d'extrême droite, si vous voulez. Parce que c'est un fait, et pardon de faire le psy, c'est un terme qui convoque l'imaginaire. Oui. Et dans l'imaginaire français, parce que notre histoire, parce que voilà, c'est la France, il y a énormément de Françaises et de Français à qui ça fait très peur, et on les comprend, ce terme extrême droite, et qui n'a rien à voir avec le terme extrême gauche. Et donc, si vous voulez, je ne sais pas ce que peuvent faire les cadres du RN maintenant, tant qu'ils accepteront d'être qualifiés d'extrême droite. Mais ils ont perdu. Alors s'ils ont perdu, ma foi, l'affaire est entendue. Maintenant, voilà, je parle sous le contrôle de Philippe Bilger. Il me semble qu'il y a quand même fréquemment des recours. C'est une histoire si de nom. RN, ça ressemble à FN, et Le Pen, ça ressemble à Le Pen, quoi. Il y a sans doute quelque chose autour de ça. Maintenant, si vous voulez, tant qu'il y aura cette étiquette d'extrême droite, et le ministère de l'Intérieur, il avait vraiment estampillé extrême droite les candidates et les candidats du RN, y compris les ciotistes d'ailleurs. J'imagine, ça leur a fait quand même tout drôle quand ils se sont vus. C'était un truc genre alliance d'extrême droite, quelque chose comme Union ça. D'extrême droite. Union d'extrême droite. Non, mais c'est vrai que rien que de le lire, quand même, ça fait un drôle d'effet. Et on restera sur le plafond de verre. Un mot là-dessus, cher Jean, mais vous avez parfaitement raison. Ça ne vaut pas d'ailleurs que pour. Non, mais ça ne vaut pas que pour des partis politiques ou des élus. Moi, Causeur est traité de journal d'extrême droite. Nous envoyons des droits de réponse. Parce que ça nous nuit, évidemment. Bah oui. Mais non, mais parce que vous dites tant qu'ils toléreront, comment voulez-vous? Attendez, quand ils disent tant qu'ils toléreront, comment voulez-vous? Vous dites tant qu'ils toléreront, mais
mais ils ne tolèrent pas, ils ne peuvent rien faire. Marine Le Pen est allée en justice pour cette affaire d'extrême droite. Le Conseil d'État a statué, a dit, je crois que ça faisait partie du débat normal. Et puis après, il y a les idiots, ou ceux qui vous prennent pour des idiots, qui vous disent, mais c'est juste géographique, c'est à l'extrême droite de l'Assemblée. Vous avez raison, c'est un mot qui empêche de penser. Une fois que vous avez dit ça, vous n'êtes plus dans l'humanité. Voilà. La question se pose quand même, est-ce que le RN est un parti d'extrême droite ou pas? D'ailleurs, tiens, Est-ce qu'il est dans l'humanité? Pas dans le journal, en tout cas. Est-ce qu'il existe? D'ailleurs, on va poser la question à notre auditeur au 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez. Sud Radio, c'est votre radio. Parlons vrai. Quentin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Je pense que ce soit au RN ou ailleurs, on n'a pas le haut du panier en termes de candidats. Quand on voit Raphaël Arnaud, qui est un... élu. Je ne vais pas le dire parce que je risque les poursuites aussi. Fichiès, il est fichiès. Ouais. Non, mais j'avais d'autres termes en tête. Hein, non, restons sur celui-là. Tout à fait. Restons dans la légalité. Voilà. Non, mais c'est pas le haut du panier. Et pour tout vous dire, j'ai de la famille qui est députée, qui était députée Renaissance. C'est vraiment pas le haut du panier. Ils prennent ce qui est dispo, hein, pour la plupart. Donc à jeter la pierre sur le RN. Ce serait trop rapide. Comment ça se passe dans les repas de famille le dimanche, Quentin, là, parce que ça a l'air un peu c'est tendu. des assiettes de pâtes. Bien heureusement, ce sont des gens que je ne vois que très rarement. On s'entend pas. Personne n'est parfait, Quentin. Non, pas forcément sur le plan politique, mais sur d'autres points, on s'entend pas. Là, il faut dire ce qu'il y a. On a Jean-Luc Mélenchon qui est un orateur fantastique, et en face, on a Marine Le Pen qui est en dessous. Donc, est-ce que ça progressé, leur capacité à gouverner? Je sais pas. C'est pas sur ce plan-là qu'elle est la plus mauvaise. Elle a progressé. Mais on peut. Allez-y, Philippe, bien sûr. Jean Petot, est-ce que tout de même, vous n'avez pas l'impression que, certes, on constate qu'un parti est prêt à gouverner lorsqu'il a la chance de pouvoir le faire, mais est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que ces élections législatives ont démontré tout de même un certain nombre de défaillances structurelles qui peuvent inquiéter pour un parti qui rêve de gouverner? Et d'ailleurs, j'ai cru sentir, comme d'autres, chez Marine Le Pen, peut-être pas une impatience très vive à l'idée de gouverner dans les circonstances actuelles. Jean Petot. Oui, je pense que c'est assez juste cette réflexion, Philippe, un peu comme d'habitude dans vos analyses. Je crois aussi que chaque parti politique a son calendrier et se construit en quelque sorte une trajectoire. C'est un petit peu comme, puisqu'on y arrive quand même, enfin, j'imagine, dans la période olympique, un petit peu comme les athlètes qui sont dans une compétition, quoi. Ils ont leur propre modèle de préparation. Et il suffisait de voir quelques visages le soir du 9 juin, au moment de l'annonce de la dissolution de l'application de l'article 12 par le président de la République sur les plateaux de télévision. Un nombre de cadres du RN étaient un peu soufflés. En gros, sur le modèle, c'est pas parce que Jordan Bardella réclamait la dissolution qu'il fallait le faire. C'est trop tôt. Et d'une certaine façon, le calendrier n'était pas forcément très favorable à la trajectoire politique de Marine Le Pen. J'ai tendance à considérer que ce qui s'est passé sur ces deux tours n'est pas une défaite du Rassemblement national. D'abord, financièrement, ils empochent un très gros paquet. Quand vous faites plus de 10 millions de voix, ça rapporte aujourd'hui, très sérieusement. En tous les cas, ça évitera d'aller se mettre à genoux pour avoir un prêt en Russie, ça c'est clair. Donc de ce point de vue-là, l'affaire est réglée. Et par ailleurs, avec ses moyens financiers et matériels, je pense que le RN a les moyens, la capacité de former et en particulier de faire et de se structurer très clairement. De Jean Dorido, très rapidement. Je rejoins l'analyse de Jean Petot. J'ai le sentiment que ce qui est vrai pour le RN est vrai aussi pour LFI. Je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon se réjouisse de ce bon score du nouveau Front populaire aux législatives. Je suis d'accord avec vous. Ah oui, vous voyez, Elisabeth est d'accord avec moi. Sauf
on est obligé de se laisser, pardonnez-moi. Pardon, sauf que les filles, sauf que les filles ont pris une claque dans ces élections. Ils sont à 75 membres, c'est exactement le nombre qu'ils avaient. Ils stagnent, oui, bien sûr. Allez, vous restez avec nous, c'était un excellent débat, très intéressant, puis ça continue, évidemment, Frédéric, jetez-vous des fleurs, et à moi aussi un petit peu, s'il vous plaît. C'était pour ça que je disais. On va jouer dans pas longtemps, et ça vous fait plaisir, je le sais. Allez, c'est le quiz de l'été, dans un instant, vous restez avec nous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont... Vous êtes en grève parce que vous avez pas... Moi, vous savez, je suis réac. Ouais. Donc, donc la disparition aux yeux, qui c'est qui l'a... Non, mais c'est la version été. On est en été. Bah oui, quand même. Un peu de musique. Et d'ailleurs, c'est le quiz de l'été, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ah, c'est de l'actu. Ah, c'est pas le quiz de l'été, mais c'est normal, il faut se mettre en place. Ça parle d'actu ou pas? Oui, parce que... musical. Musical, voilà. Allez, c'est parti. Alors là, vous êtes vraiment des... Quentin est avec nous. Voilà, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, nous sommes avec notre auditeur Quentin. Quentin, vous allez choisir une des 3 vraies voix pour participer à ce jeu. Pour faire un duo. Voilà, laquelle choisissez-vous, Quentin? Vous avez le droit entre Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Jean Dorido. Lequel a la plus belle voix? C'est Elisabeth Lévy. Je ne crois pas que c'est pour chanter, je vous dis tout de suite, Quentin. Alors, Elisabeth Lévy. Avec tous les fumeurs qui traitent, je prends pas Jean Dorido, ça. Ah, ben oui, ma foi. Merci de le rappeler, Quentin, ça fait plaisir. Alors, Quentin, vous êtes avec Elisabeth, parce que on en était merci sûr. Quentin. Je suis avec vous. Alors c'est quoi le principe? Alors le principe, vous allez écouter un extrait et le plus rapide qui nous donne l'interprète de cet extrait marque le point. D'accord. La première des 2 équipes arrivée à 4 a gagné. Donc on a le droit de répondre tout de suite. Bien sûr. Donc il y a 2 équipes. Il y a Philippe et Jean contre Quentin et moi. Je compte sur vous, je suis nul. C'est parti. Allez, Elisabeth. Pour moi, vous aurez la... Plastique Bertrand. Non. Ça pas pour moi? Non. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Bravo, Jean. Bravo. Ça fait un... C'est la chanson Votée pour moi, effectivement. J'ai compris, ça plane pour moi. C'est moi qui plane. Elisabeth. C'est moi qui plane. Elle est super cette chanson parce que nous empêcher d'écouter les musiques. On veut gagner. Il a compris. Quentin, je compte sur vous. Vos papiers. Poète. Léo Ferré. Ben voilà, Quentin, magnifique. Vous aviez raison d'avoir choisi Elisabeth. Un partout, suspense terrible. La chanson Poète, vos papiers de Léo Ferré. Allez, 3e extrait. Oui, Zazie. Quentin. Zazie. Yes, je le check, Quentin. Eh ben, il y en a une qui est contente, c'est notre Elisabeth. Comme quoi, Elisabeth. Ils sont forts, les deux, là. Elisabeth Zazie. Ouais, j'y vais. Tout le monde de Zazie. Allez, c'est parti pour le 4e extrait. Ça vaut 2 points. C'est les trucs sur lesquels on danse sans savoir ce que c'est. Ah, mais ouais. Alors, c'est une jeune femme, vous l'aurez compris. Quentin, vous avez dit qui? Elle est dans ma playlist, mais j'ai pas le nom de la chanson. C'est dommage, c'est justement le but du jeu. Alors Non, une fois, 2 fois, 3 fois. La Grenade de Clara Luciani. Ah, Clara Luciani. Pas de points là-dessus, mais je le rappelle, le vainqueur est celui qui arrive à 4 points. Voici le nouvel extrait. Écoutez ce monsieur qui dit ça. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures. Mais on peut écouter jusqu'à la fin ou pas ? La dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Mais oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Alors qu'en monarchie, absolue notamment, la loi du prince refuse cette attitude discriminatoire puisqu'elle est la même pour les pour et pour les contre. Allez, c'est parti pour le nouvel extrait. On adore, il nous manque Pierre Desproges. Alors donc, ça fait, qu'on le dise, 3-2 pour... Parce que c'était un 2 points là, hein, donc 3-2 pour Philippe et Jean. Oui, mais moi j'ai une protestation, c'était pas une chanson, hein, c'est pas dans le règlement. On a dit extrait. Chanson et paroles. On a dit extrait. Alors écoutez bien, cette fois-ci on revient à 1 point. Tout est encore possible. Qui chante ça?
Balavoine. Faites pas cette tête, Elisabeth. On peut pas être bon en tout, ma chère Elisabeth. Mais si, Jean Dorido et Philippe Bilger s'imposent. Désolé, Quentin. Bon, Quentin, on a super bien joué. Moi, j'étais très contente de jouer avec vous. Moi, je suis content. Et moi, je suis super content de voir Elisabeth être heureuse comme ça sur le quiz de l'été. Ah bah oui, et en ayant perdu en plus. Mais ça, de toute façon, je sais très bien que ces jeux sont truqués depuis le début. C'est pour ça que je ne gagne jamais. On doit cette victoire à Jean. Allez, oui, Quentin, attends, Quentin allait dire quelque chose. Oui, Quentin, vous écoute. J'imagine qu'au final, c'est D'Artigol qui a gagné parce qu'il a encore envoyé un SMS, non? Voilà, c'est vrai qu'il aime bien les quiz, D'Artigol. Vous avez bien raison, Quentin. Je vois que vous suivez bien les injustices commises dans ce studio. Allez, dans un instant, on va se retrouver avec le tour de table dans une dizaine de minutes de votre tour de table de l'actu. Le macronisme est le grand perdant pour Brice Teinturier. Et ben voilà. Ça, c'est une vraie. Là encore, on va débattre. Teasing. Il sait y faire. Restez avec nous surtout. À tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et puis nous, on est bien avec vous. Et puis on est aussi avec nos 3 vraies voix, n'est-ce pas, Frédéric Brindel? Oui, ça y est, c'est la version été, mais eux ne prennent jamais de vacances. Jamais. C'est le cas. Vous restez là. Vous ne bougez pas. Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole. Elisabeth Lévy, la directrice de la rédaction de Causeur. Et Jean Dorido, docteur en psychologie. Et puis tout de suite, c'est vous avez la parole. Alors, Félix Mathieu, surprise au moment du dépouillement hier à Reims, une enveloppe datant de 1969. C'est intéressant, a été retrouvée dans une urne. Plus précisément, une enveloppe estampillée préfecture de la Marne avec cette date inscrite dessus, 27 avril 1969. C'est-à-dire, oui, la date du référendum qui a entraîné la démission du général de Gaulle. Alors, est-ce qu'il faut y voir un signe? Nous sommes en ligne avec... Il a osé. Nous sommes en ligne avec l'adjoint au maire de Reims en charge des commémorations de l'international et de l'événementiel. Bonsoir Dimitri Houdin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est vous qui avez partagé cette trouvaille du bureau, très précisément du bureau 609 de l'école Anquetil à Reims. Comment c'est possible qu'un électeur ait pu voter avec cette enveloppe de 1969 ? Alors parce que les services de la préfecture, tout autant que ceux de la ville de Reims, sont très attachés au développement durable et ont gardé précieusement des enveloppes qui ont plus de 55 ans avec lesquelles les électeurs peuvent toujours voter. C'est-à-dire qu'on les réutilise à chaque fois. On les réutilise à chaque fois. Bien sûr, elles se raréfient au fur et à mesure parce que elles sortent dès lors qu'il s'agit d'un bulletin blanc ou nul. Et donc, elles sont annotées et sortent pour le comptage et la comptabilisation. Mais il en reste encore aujourd'hui qui sont d'usage. Alors, il y en a très très peu. Moi, en 9 ans de tenue de bureau de vote, c'est la première fois que j'ai été tombé dessus, pour être tout à fait honnête. Alors, on le fait plus, ça, de noter la date du scrutin sur les enveloppes. C'est aussi pour ça que vous les repérez, celle-ci précisément. On avait fait ça que pour ce référendum, en fait. Alors, non seulement on a fait cela pour le référendum, mais effectivement, à ma connaissance, c'est non seulement la seule date, mais en plus la dernière, parce que je n'ai jamais vu, par exemple, d'enveloppe tamponnée pour les scrutins 1974, 81 ou ultérieurs. C'est vraiment, cette date qui marque, je dirais, la dernière fois autour de laquelle on a mis la trace d'un scrutin précédent. Et si ça se trouve, c'est la même personne, n'importe quelle année, si je peux me permettre. Pourquoi 1969, année érotique. Bah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous connaissez pas les chansons de Gainsbourg, vous, le grand musicien. Magnifique titre de Gainsbourg. Voilà. Oui. En tout cas, on peut dire qu'ils font dans le recyclage du côté de Reims. Elles sont dans quel état? Ça doit quand même. Vous les remettez pas dans le circuit à chaque fois. Vous vérifiez quand même qu'elles sont pas trop dépiotées, si j'ose dire. Alors non, elles sont, si je veux dire, presque en parfait état. Quelle saine économie d'usage pour un scrutin. Non seulement c'est une économie, puis en plus c'est une manière aussi de montrer la continuité de l'État et des élections, quel que soit le scrutin politique et la situation politique à laquelle on est confronté. Et je crois que pour le papier toilette, je crois que vous avez une astuce aussi, non? Jean Dorido. Pardon les amis, Il fait baisser le niveau. Tenez-vous bien, ce monsieur est docteur en psychologie. Il
faut toujours que ça aille un peu. La psychologie n'a pas d'odeur. Promis, on n'a pas de tampon à date pour le papier toilette à la ville de Reims. Moi, j'ai une question pour Dimitri Houdin. Je peux, Félix? Oui, bah oui. Oui, parce que là, c'est bien au niveau des enveloppes, mais est-ce qu'il y a eu assez de personnel? Parce qu'on a entendu que toutes les mairies manquaient d'assesseurs, etc. Est-ce que vous vous en êtes sorti, Dimitri Houdin? Alors, ça a été bien sûr plus compliqué parce que les élections ont été annoncées dans un délai très restreint. En plus, à l'approche des vacances scolaires. Néanmoins, on a réussi à trouver nos présidents de bureau de vote et nos assesseurs et surtout des scrutateurs pour nous aider à dépouiller. Parce que comme il y a une forte participation, on a eu des électeurs qui étaient motivés non seulement pour nous aider à dépouiller, mais aussi parce qu'ils étaient impatients de connaître l'issue du scrutin. Mais dites-moi, est-ce qu'il est vrai que quand on n'a personne, à la fin, pardon, j'ai fini ma phrase, Jean, cette manie, c'est vraiment vraisemblable. Donc, est-ce qu'il est vrai qu'à la fin du scrutin, si on n'a personne, on ferme la pièce, on prend le plus jeune et le plus vieux? J'ai entendu ça. Pour dépouiller. Alors, il y a deux sujets. Il y a celui en fait de l'assesseur. À mes côtés, en tant que président du bureau de vote, si nous n'avons pas d'assesseur à l'ouverture du bureau de vote, le premier électeur est réquisitionné comme assesseur durant la journée. Et s'il refuse, il n'a pas le droit de voter. C'est bon à savoir, dis donc. N'allez pas voter trop tôt. D'accord. Et pour le dépouillement Et pour le dépouillement, effectivement, il y a aussi ces mécanismes qui, à ma connaissance, n'ont jamais lieu parce qu'on a toujours en fait de bonne volonté quand même. Merci beaucoup, Dimitri Houdin. Merci, Félix. Dimitri Houdin, on rappelle que vous êtes adjoint au maire de Reims en charge des commémorations de l'International. Vous aussi, vous coupez la parole, Elisabeth Lévy. Et de l'événementiel. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez, le Tour de France, c'est un truc que Frédéric Bradel aime beaucoup. Ah oui, bien sûr. Beaucoup plus que moi. Enfin, il s'y connaît plus en tout cas. Et alors, aujourd'hui, il est en repos, le Tour de France, mais on va quand même rejoindre Vincent Barthaud, ça arrive en prime. Oui, notre consultant. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France. C'est lundi, Vincent Barthaud, et le lundi sur le Tour de France, c'est repos. Bonsoir Vincent. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Vincent. Bon, hier on a eu une étape absolument exceptionnelle en Champagne avec la victoire d'un Français, Anthony Turgis. D'ailleurs, je vous le dis tout à l'heure, notre docteur en psychologie nous en parlera, Jean Dorido. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première partie de Tour de France, Vincent? Est-ce que le podium est déjà un peu dessiné? Est-ce que ça va jouer entre les quatre fantastiques? C'est encore un petit peu compliqué de le dire comme ça. En tout cas, en ce qui concerne les Français, c'est un triomphe total. Déjà 3 victoires en 9 étapes, c'est juste magnifique. Mais en ce qui concerne le classement général, oui, il y a forcément Pogačar, mais il n'est pas à l'abri non plus d'une défaillance. On est encore qu'en début de Tour de France, mais c'est vrai que Evenepoel, Vingegaard, Roglic, Ayuso sont pratiquement tous dans une petite minute 30 pour le 5e avec 1 minute 30 de retard. Il y a effectivement rien de fait, mais voilà, il y a quand même de bonnes bases pour qu'il y ait un podium Pogačar, Vingegaard, Roglic. Alors Philippe Bilger a une question, évidemment. Vincent, j'ai l'impression que ce Tour de France, dans ses débuts en tout cas, est presque plus passionnant que certains précédents. Est-ce que, moi je suis un profane, mais j'ai l'impression que ça bouge et que ça n'ennuie pas. C'est vrai ? Oui, mais c'est peut-être aussi, Philippe, vous dites ça aussi peut-être parce qu'il y a déjà 3 victoires françaises et ça va peut-être accrocher le téléspectateur. Mais c'est vrai que c'est-à-dire qu'on est arrivé à un début de Tour de France avec un départ en Italie qui a tout de suite été passionnant puisque les étapes étaient difficiles. Il n'y a pas eu beaucoup de temps d'arrêt. Et puis tout de suite une victoire et un maillot jaune du Français Bardet. Donc ça a été magnifique. Et puis après les 2 victoires françaises qui ont enchaîné, ce qui fait que effectivement depuis 9 jours on a un Tour de France passionnant parce que même aussi il y a eu cette étape du Galibier où les principaux favoris ont été tout de suite mis dans l'ambiance et il fallait pas louper le rendez-vous du début de Tour et Pogačar a montré qu'il était aussi présent et il est en jaune. Et il est en jaune. Merci. À demain, Vincent Barthaud. À demain pour un point Tour de France avec l'excellent Frédéric Bradel. Et moi je me tairai toujours autant. Allez, vous restez avec nous, chers auditrices, chers auditeurs. Juste après cela, ça va être quoi? Le tour de table de l'actu des vraies voix. À tout de suite. Sud Radio fait son tour de France.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour porter haut votre voix. Parlez vrai avec nous, avec nos vraies voix. Et puis tout de suite, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. C'est le principe, nos trois vraies voix choisissent leur thème et le portent. Philippe Bilger, vous revenez sur cette idée de Brice Teinturier, le macronisme est le grand perdant. Oui, j'ai écouté France Inter ce matin, ce qui ne m'arrive pas souvent. Vous avez tort. Parce que Brice Teinturier, je crois que je fais bien. Non, le meilleur c'est Sud Radio. Parce que Brice Teinturier était interviewé et il a été très bien questionné par Nicolas Demorand. Et il a dit que en réalité son institut de sondage ne s'était pas beaucoup trompé parce que à quelques candidats près, le Rassemblement national n'était pas très éloigné du groupe macroniste. Et surtout, il a dit, au fond, on se trompe en considérant que ce qu'il y a d'important à la suite du second tour, c'est la défaite du RN, alors qu'il a beaucoup progressé, alors qu'en revanche, la Macronie, elle, a beaucoup régressé, avec un nombre de députés en moins assez considérable. Et donc, cette vision d'un homme, d'un politologue ou d'un analyste respecté m'a beaucoup plu. Elisabeth Lévy. Non, ce qui est intéressant, c'est la question qu'on peut se poser, effectivement, est-ce que c'est la fin du macronisme idéologiquement je veux dire, en dehors du parti du président Macron, qui ne sera plus président dans 3 ans maximum. Et moi, je me pose une question, parce que d'un côté, le en même temps... Ah oui, maximum. Oui. Ouais, d'un côté, le en même temps, c'est quelque chose qui nous a tous énervés, qui ne marche pas. Vous pouvez passer une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Et d'un autre côté, ce que je vois, c'est que si on entre dans une culture qui va demander des coalitions, c'est-à-dire des compromis. C'est-à-dire de discuter entre partis. Je ne vous parle pas de cette élection-là, je vous le dis à un moment, puisqu'il n'y a pas 2 partis ou 2 blocs, on ne va jamais avoir une majorité absolue qui va sortir des urnes. Ça va être compliqué. Enfin, avec le vote de scrutin, on peut, mais c'est quand même compliqué. Eh bien, il va falloir avoir des compromis. Et je me demande si, dans ces cas-là, le centre, si vous voulez, le centre mou, ne retrouve pas une sorte de légitimité. Je passe cette balle à Jean. Mais vous le faites très bien, vous le faites très bien, Elisabeth. Non, mais ça pose la question du centre, parce que est-ce que le centre est le perdant? Il y a quand même un nombre de députés conséquent. Emmanuel Macron parlait d'extrême centre à l'époque. C'est quand même vertigineux. C'est-à-dire que, c'est vrai, quand j'entends parler d'idéologie en termes de macronisme, j'hésite entre avoir froid dans le dos ou avoir des vertiges. Parce que c'est un vide abyssal. Il n'y a pas d'idéologie macroniste. Et d'ailleurs, on voit, si vous voulez, aujourd'hui le résultat de la politique de notre président qui a phagocyté à la fois la gauche et la droite dite de gouvernement. Et aujourd'hui, du coup, ça donne quoi? Ça donne une Assemblée nationale, là où nos ancêtres avaient fait en sorte justement que la 5e ne soit jamais ingouvernable pour avoir justement des forces qui peuvent gouverner. Eh bien, chapeau l'artiste, notre président a réussi à avoir une assemblée avec 3 blocs, et notamment dans ces 3 blocs, un bloc d'extrême gauche et un bloc dit d'extrême droite. Donc, si vous voulez, précisément, c'est vraiment l'échec c'est pas une idéologie, le macronisme, c'est une procédure, si vous voulez, c'est une stratégie politique. Ce monsieur, Elisabeth l'a dit, il a fait du en même temps. Voilà, c'était l'idée de génie, l'ubérisation de la vie politique. Et ça, en soi, c'est pas une idéologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que, quand vous demandez aux électeurs, vous avez 3 tiers, vous avez 1 tiers effectivement de centre mou, d'extrême centre, et vous avez 1 tiers d'extrême gauche et 1 tiers d'extrême droite. Il peut aussi gouverner par décret, vous savez ça? Ah, mais il peut faire tout ce qu'il veut, les présidences, monsieur. C'est le président de la France. Non. Alors d'abord, par exemple, si vous voulez, je suis fasciné d'entendre les LFI se dire qu'ils vont abroger la loi sur les retraites par décret. C'est quand même faire peu de cas de la séparation des pouvoirs. Et je vous rappelle que c'est l'Assemblée souveraine, même sous 49.3, ce que vous voulez, il n'empêche une Assemblée souveraine, représentante du peuple français, qui a voté cette loi sur les retraites. Et il nous explique qu'ils peuvent faire ça en catimini dans un cabinet ministériel. Non. Pour abroger une loi, il faut une loi.
loi. Donc, si vous voulez, il faut arrêter. Et on ne peut pas, de et le président ne peut pas gouverner par décret. C'est pas vrai, Judith. Il y a plein de sujets. En gros, c'est l'article 20-21, il me semble, domaine réglementaire, domaine. C'est bien pour ça que je posais la question, Elisabeth. C'est mes cours de Sciences Po sont un peu loin. Les conditions où elle a été votée, Elisabeth, la loi sur les retraites. Je suis désolé, pour abroger une loi, il faut une loi. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous asseoir sur la volonté du peuple comme ça. Mais pour les décrets, vous avez un domaine réglementaire dans lequel le gouvernement peut intervenir par décret. Il a le droit de prendre les décrets d'application d'une loi, évidemment, mais aussi d'autres domaines. Là, c'est vraiment mes cours de Sciences Po. Mais par ailleurs, vous avez un domaine qui exige une loi. Vous ne pouvez pas, par exemple, changer le régime électoral par décret. Vous devez passer, le mode de scrutin doit relever de la loi. Donc, si vous voulez, non, il peut gouverner par ordonnance. C'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'une ordonnance qui donne le droit, l'Assemblée doit voter en quelque sorte une loi d'habilitation qui donne le droit. L'exécutif. Mais c'est-à-dire qu'il ne peut pas gouverner. Il peut pas gouverner sur l'Assemblée. Sans que l'Assemblée est validée. Il peut pas, à un moment ou à un autre, si vous voulez, très vite. En réalité, le président, l'exécutif, s'il veut faire quelque chose, s'il veut faire la cour du roi, comment il s'appelle, le Soleil. Non, Péto. Il était là tout à l'heure. Voilà. Philippe Bilger, mais vous êtes d'accord, vous, sur le fait que Macron est le grand perdant? Alors évidemment, sur ces 2 derniers mois, mais sur la gestion de l'après européenne. Là, ce qu'il arrive à faire de l'Assemblée, est-ce qu'il est si perdant que cela? S'il n'est pas perdant autant que d'aucuns l'auraient souhaité, c'est parce que d'une certaine manière, et ça va faire plaisir à Elisabeth qui connaît ma dilection, parce que Gabriel Attal l'a sauvé, a été en réalité c'est lui le grand triomphateur sur le plan des personnalités politiques. Et autant on pouvait le juger inconsistant à une certaine époque, mais depuis quelques mois, mon Dieu, pour 2027, c'est moins absurde. Vous n'avez pas été gêné par sa transformation en militant socialiste en un tournement au lendemain du 9 juin? Il est redevenu. Ce sont ses premières Zemmour. On revient toujours à ses premières Zemmour. Non, pas toujours. Oui, je suis d'accord. Excusez-moi. Mais vous verrez, mesdames, vous verrez, la vie c'est long. Donc vous dites que le macronisme est mort, mais si jamais Attal prend un jour le pouvoir, il ne le prendra pas au nom du macronisme? Ah non. Non, clairement pas. Déjà, il a affirmé, pas seulement hier soir, mais déjà avant, sa différence radicale. Pas seulement à cause de l'absurdité de la dissolution, mais c'est une autre vision, on peut la discuter. Elisabeth a raison, son origine socialiste qui revient, c'est pas ce que je préfère chez lui. Mais il n'empêche que c'est un jeune homme d'avenir. Ah oui, ça, je suis sûr qu'on entendra. Allez, on passe au tour de table, puisqu'on a peu de temps encore de Jean Dorido. Jean Dorido, vous voulez nous parler de la superbe victoire? C'est moi qui lance le Tour de France. Hier, d'Anthony Turgis, sur la 9e étape du Tour de France. La toute première a comporté des chemins blancs. Alors, expliquez-moi ce que c'est un chemin blanc. Alors, les chemins blancs, c'était la toute première fois qu'il y avait ça dans le Tour. Ce sont, vous savez, ces petits chemins en gravier. Il n'y a pas de bitume dessus. Et c'est un peu une espèce de mode sur le cyclisme. C'est du calcaire. C'est des chemins pleins de poussière. Et il y a une épreuve fameuse en Italie qui s'appelle les Strade Bianche, justement les chemins blancs. Et le Tour, du coup, a intégré ça cette année. Et c'était la première étape du Tour de France avec 14 chemins blancs. C'est très très difficile pour les coureurs parce que ça glisse, ça patine et puis il peut y avoir des crevaisons. Et puis ils mangent de la poussière. Ils sont larges, non, c'est tout étroit. Donc hier, on en a vu. Ils sont à la queue leu, quoi. À la queue leu, il y en a qui couraient à côté du vélo, vraiment à l'ancienne. Donc épreuve vraiment sensationnelle. Et c'est vrai, la victoire d'Anthony Turgis. Ça, c'est une belle histoire. C'est une histoire magnifique parce que c'est une famille de cyclistes, les Turgistes. Et les Turgis, il a 30 ans, ce garçon. Ça faisait un bout de temps qu'il tournait après une grande victoire. Et il a 2 frères qui font du vélo aussi, mais qui ont dû arrêter leur carrière professionnelle à cause d'une maladie assez grave au cœur. Et lui-même a été blessé en début d'année, saison très compliquée. Et il explique qu'hier, il était complètement habité, notamment par la présence de ses 2 frères. Il a déclaré aux journalistes, j'avais un frère dans chaque jambe. Et il a fait une échappée de malade, une étape de 200 km pratiquement. Et à plus de 150 km de l'arrivée, il a démarré tout seul. Il a mené le petit au bout et il a gagné au sprint. C'était magnifique. Jimmy et Tanguy, les 2 frères. Jimmy et Tanguy qu'on salue. Il était temps qu'ils surgissent. Elisabeth. Je démarre là. Est-ce que je peux faire mon teasing ou pas? On se retrouve donc avec vous dans un instant. Elisabeth Lévy, vous allez nous parler de la distorsion majoritaire. Vous allez nous expliquer pourquoi. À tout de suite.
Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. Tout de suite, c'est la suite du tour de l'actu des vraies voix. Avec notre Elisabeth Lévy qui tout à l'heure nous a un petit peu alléché en vendant la mèche. Vous revenez donc sur cette notion de distorsion majoritaire. Oui, bah écoutez, je vais essayer de l'expliquer simplement, c'est que vous avez plusieurs modes de scrutin qui favorisent un équilibre plus ou moins, un dosage plus ou moins équilibré de représentativité et de gouvernabilité. Donc, d'un côté, vous avez la proportionnelle intégrale comme en Israël, c'est tout pourri, si vous voulez, c'est un régime de parti, ça favorise les médiocres, ça favorise le clientélisme, enfin, et en plus ça vous donne une assemblée avec des petits partis qui ont un poids énorme et qui peuvent faire et défaire les majorités, en conséquence de quoi vous avez 4 députés et vous pouvez obtenir des choses invraisemblables. Donc ça pose un problème, mais c'est très démocratique parce que effectivement vous pesez 10% du corps électoral, vous avez 10% des députés globalement, à peu de choses près. D'un autre côté, tout au bout, vous avez le système anglais. Scrutin majoritaire à un tour. Ils ont eu combien les travaillistes anglais, moins de 40% des voix, ils ont 400 députés sur 600, je crois. C'est-à-dire un truc énorme, c'est vraiment... Donc là, c'est pas hyper démocratique pour l'opposition, je dirais, mais c'est extrêmement... bien pour... c'est gouvernable, si vous voulez. Bon, ça marche surtout quand on a effectivement deux camps. Et là, on a, nous, notre système... scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, qui était effectivement conçu pour ça, pour produire des assemblées à la fois gouvernables et démocratiques, représentatives. Le problème, si vous voulez, c'est que dans les circonstances où ça s'est produit cette fois-là, on a ajouté au mode de scrutin, qui bon, il est ce qu'il est, on peut le discuter, mais De Gaulle et Debré, capitans, si vous voulez, au moment je trouve, avaient de bons arguments pour ce système, pour pas être dans la stabilité de la 4e République, les gouvernements qui tombent avec un petit parti. Mais le problème, c'est que si vous ajoutez ce dont Philippe a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une coalition contre, c'est-à-dire vous n'avez pas des désistements entre gens qui seraient plutôt d'accord, ni vous n'avez pas des coalitions de gouvernement sur un projet politique, vous avez une coalition de tous contre un dont le seul point commun est se débarrasser du 3e larron. Et donc, avec le jeu des désistements, on aboutit, j'ai refait le calcul tout à l'heure, j'espère que je ne me suis pas planté, parce qu'en plus il y a des erreurs sur le site du ministère de l'Intérieur. Bon, alors, si j'ai bien calculé, un député du Rassemblement National est élu par 76 923 électeurs, et un député du Front de Gauche, de Nouveau Front Populaire, par 38 461 électeurs, c'est-à-dire par la moitié. Ouais. Ce qui veut dire que un électeur RN pèse 2 fois moins en termes de poids politique à l'Assemblée qu'un électeur de gauche. Alors, est-ce que... En termes de quantité d'électeurs, voilà. Oui, il faut un électeur RN vaut... un électeur de gauche vaut 2 électeurs RN, en gros. Au poids... Non, en termes de poids à l'Assemblée. Sauf que là, on parle de circonscription. Non, je vous dis que pour chaque électeur, si vous voulez, chaque électeur RN, pour avoir un député, il faut qu'il soit 2 fois plus, en gros. Donc, à cause à la fois du découpage et de cette coalition, si vous voulez, un peu bizarroïde. Donc, comme je vous le disais, c'est légal, c'est sûr. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça fabrique de la légitimité? J'en suis moins sûr, parce que je ne parlerai pas de magouille, comme l'ont fait certains, ni d'élections volées. Je dis, c'est pas hyper réglo. C'est pas un combat à la loyale. C'est un combat à 2 contre 1. Et je finis en disant qu'en plus, c'est l'alliance du cercle de la raison, qui est le macronisme, et du camp du bien, qui est la gauche. Donc, si vous voulez, la légitimité morale de la gauche, n'est-ce pas? Et la légitimité technique du macronisme, n'est-ce pas? Et tout ça fait la leçon, si vous voulez, aux électeurs du 3e, en gros, c'est ça. Et je pense que ça va être un véritable problème démocratique, parce que, si vous voulez, on peut pas nous enquiquiner toute la journée en nous disant il faut qu'il y ait tant de femmes à l'Assemblée, tant de ceci, tant de cela. Donc la représentativité, il faudrait qu'il y ait que chaque petit groupe soit représenté. En revanche, si vous voulez, vous pouvez pas avoir un tel écart.
je pense. Ça me paraît problématique. La règle a été respectée, mais la règle n'est pas bonne selon vous. Non, je parle de... Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ça, j'ai pas dit que la règle n'était pas bonne. Je dis que dans ces circonstances, avec la coalition, si vous voulez, c'est pas une question de règle, ça, Et je dis que l'esprit, que la lettre de la Constitution est évidemment respectée. L'esprit, je n'en suis pas tout à fait sûr. Philippe Bilger. Et d'ailleurs, il est surprenant qu'à aucun moment, même à gauche, il ne se soit interrogé sur la priorité à respecter. Au fond, vous l'avez dit, Elisabeth, l'obsession, c'était de faire baisser le RN. Mais la transparence démocratique, à la limite, on aurait suivi les résultats du premier tour dans sa logique pleine et entière. Évidemment, la majorité absolue était au bout. Et donc, on a volé un petit peu... Disons que c'est la première fois sous la Ve République qu'un parti qui a 33% au premier tour des législatives n'a pas la majorité au deuxième. Ça ne sait jamais. Non, je crois que Elisabeth a très bien rappelé la règle. Maintenant, il arrive que les règles soient dévoyées, et c'est un fait qu'un tel barrage, même s'il est légal, il est autorisé, il est respectable, on a le sentiment peut-être que c'est une façon de dévoyer les règles de cette Ve République. C'est comme ça. Allez, c'est comme ça. À 18h40, notre coup de projecteur juste avant, on vous explique un petit peu que bien que la logique politique veuille que le président choisisse un Premier ministre issu du bloc le plus important, la fragmentation de l'Assemblée nationale lui offre une plus grande latitude dans son choix, même s'il n'existe aucune obligation légale le contraignant à suivre cette tradition. En théorie, le président, Frédéric, pourrait choisir un Premier ministre de n'importe quel parti. D'où le coup de projecteur à suivre dans un instant. Emmanuel Macron est-il contraint de nommer un Premier ministre LFI? Dans un instant, notre invité nous éclaire. Et vous dites quoi sur le compte X de Sud Radio? Alors, vous dites non à 81%, chers auditrices et auditeurs. Alors, Léonidas Kalogéropoulos, entrepreneur, dirigeant du cabinet d'affaires publiques Médiation, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, on vous retrouve dans un instant. La Constitution permet finalement de laisser un peu de choix au président Macron ou pas sur ce coup-là? Et totalement, et d'autant plus que si on devait se pencher de ce côté-là de l'hémicycle, pourquoi pas se pencher d'un autre côté en l'occurrence, puisque d'un point de vue purement arithmétique, LFI n'est absolument pas le premier parti de cette élection qui est sortie des urnes hier, mais je suis sûr qu'après la pause, j'aurai également l'occasion de répondre à la question de savoir est-ce qu'il était ou pas légitime que le résultat soit celui qu'il est, lorsque une grande majorité d'électeurs repousse un des candidats, et en l'occurrence ça a été le cas du FN, c'est le choix qui est donné à des électeurs lorsqu'il n'y a que 2 bulletins parmi lesquels ils peuvent choisir. On y répondra. C'est une question qui revient au Front National. Pourquoi est-ce qu'il en a repoussé autant? C'est une question qui appartient autant au Front National. On va y répondre. Allez, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. Aude vous attend, à tout de suite, on rappelle. Alors nous avons Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable. C'est toujours... Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Et puis Jean Dorido, notre docteur en psychologie, qui n'hésite pas de temps en temps à faire un peu de gaudriole. Oh, vraiment très modestement. Mais là, aujourd'hui, il a été raisonnable. Vous avez vu un coup de projecteur des vraies voix dans une Assemblée nationale très éclatée. Le choix du Premier ministre devient encore plus complexe. Le président pourrait être tenté de choisir une personnalité capable de négocier avec plusieurs groupes pour former une majorité de circonstances, et ce, malgré la relative victoire du nouveau Front populaire. Parlons vrai, même si le nouveau Front populaire possède une majorité relative à l'Assemblée et que ses membres ont annoncé que leur candidat à la fonction de Premier ministre devait être issu du groupe le plus représenté, est-ce envisageable et cohérent de voir s'installer un LFI à Matignon? Nous vous proposons de répondre à cette question. Emmanuel Macron est-il contraint de nommer un Premier ministre LFI? Et vous dites non à 81%. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Des arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Et ce soir, l'espoir renaît. Ce soir, l'apprenti sorcier de l'Élysée a installé une majorité relative tenue par M. Mélenchon.
avec cette alliance de la honte qu'il a bâtie. Et non seulement nous l'avons fait, mais nous avons gagné, et maintenant nous allons gouverner. Et pour en parler de tout cela, nous sommes avec Léonidas Kalogeropoulos. Léonidas, vous êtes entrepreneur, dirigeant du cabinet d'affaires publiques, médiation et arguments, et vous êtes aussi fondateur des Entrepreneurs pour la République. L'avis déjà de notre Philippe Bilger, parce que tout le monde se pose la question, il n'est pas forcément obligé de le faire, va-t-il le faire? Non, et d'ailleurs ce sera peut-être la première traduction d'une possible cohabitation difficile, parce que d'abord j'ai cru comprendre que c'est tout de même LFI qui numériquement dépasse un peu le PS. Oui, c'est ça. Ouais. Donc alors qu'à l'origine d'aucuns espéraient que le Parti socialiste dominerait même de très peu LFI. Alors le président, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il considère qu'il a le droit imprescriptible de désigner le Premier ministre qu'il veut, peut-être dans ce nouveau Front populaire, ou bien s'il considère qu'il a l'obligation de choisir celui que le nouveau Front populaire, ou celle, désignera. On n'en sait rien. Léonidas Kalogeropoulos, justement, à votre avis, quels critères sont prioritaires donc pour ce choix du Premier ministre ? Et d'abord, je voudrais souligner l'extraordinaire division qui règne dans ce groupe que l'on désigne sous le seul vocable de nouveau Front populaire. Qu'ils se soient alliés pour présenter des candidats en commun, c'est une évidence, mais comme vous entendez, tous ceux qui, pendant la campagne, se sont démarqués des Insoumis, ou une fois la victoire remportée, se sont empressés de dire qu'ils siégeraient dans un groupe différent et qu'il n'était pas question qu'on les assimile à celui qui passe son temps à créer quasiment un coup d'état verbal quotidien sur la scène politique. On voit bien qu'il n'y a pas d'unité et donc il n'y a aucune espèce d'obligation de se tourner vers ce conglomérat hétérogène pour aller y trouver un Premier ministre potentiel. Qu'il y ait une force politique qui existe là dans l'hémicycle, c'est une certitude, qu'il faille en tenir compte indubitablement, mais pas davantage que les autres qui, finalement, ont des forces à peu près comparables. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a aucune obligation, non seulement pas d'obligation d'aller épuiser un Premier ministre, mais certainement pas une obligation de tous les partis, de tous les médias, de répondre à cet homme qui, à peu près toutes les semaines, met la société française et la classe politique sous tension maximale par ses propos vitipurants de manière, comment dirais-je, dans une volonté d'être en quasi-état d'insurrection quotidienne. Bon. Elisabeth Lévy, excusez-moi, il suffit de lire la Constitution. La seule obligation, et c'est même pas une obligation, il peut toujours nommer un Premier ministre qui va être renversé par l'Assemblée le lendemain, mais disons que globalement, la seule obligation du président, c'est de nommer un Premier ministre qui ne sera pas renversé, et un gouvernement qui ne sera pas renversé par une motion de censure. Si demain, il arrive à convaincre par un tour de magie tout le monde d'accepter Bardella comme Premier ministre, et il peut parfaitement le faire, c'est-à-dire que cette idée proclamée depuis hier par les gens du nouveau Front populaire, si vous voulez, et par Mélenchon le premier, je rejoins tout à fait notre invité, de dire c'est moi, ça y est, j'ai gagné, allez-y. Ils n'ont pas s'ils avaient la majorité absolue, si vous voulez, ce serait compliqué d'échapper à un Premier ministre nouveau Front populaire. Mais là, vous avez toutes sortes de combinaisons possibles, puisque vous pouvez avoir aussi une espèce de grosse alliance au centre. En fait, il peut tout faire, c'est ce que vous nous dites simplement. Après, il faut que ce soit. Il faut que ce soit. Gérard. Ne vote pas. Attendez, Léonidas, s'il vous plaît, chacun son tour. S'il vous plaît, Léonidas, chacun son tour. Il faut juste que l'Assemblée ne vote pas une motion de censure. Donc évidemment, ça suppose des équilibres politiques, mais il peut jouer un peu avec les LR aussi, rien ne le lui interdit. Léonidas Kalogeropoulos. Vous savez, le président de la République peut aussi aller chercher une personnalité comme le président de la Banque de France pour assurer les marchés financiers. Monsieur Villeroy-Gallo est respecté par toute la planète financière. Nous sommes dans un moment de crise qui préoccupe tous nos créanciers.
nous pouvons très bien imaginer une solution comme celle-là et gouverner durant un certain nombre de mois ou un certain nombre d'années. C'est le fameux gouvernement technique, c'est ça. Des techniciens, rien n'oblige à aller choisir un Premier ministre dans l'hémicycle ou dans les forces qui y sont représentées. Oui, mais il ne serait pas validé par une majorité. Si, il peut très bien être validé par une majorité. Quelle est la majorité aujourd'hui qui pourrait renverser Villeroy de Galhau à la tête d'un gouvernement? Je ne dis pas que c'est une certitude, je ne dis pas que cette option est la meilleure, mais en tous les cas, il ne serait pas puisé dans les forces politiques en présence. Et souvenez-vous de Raymond Barre, qui n'était pas un ministre issu des partis politiques. Vous nous faites rêver, là. Il a gouverné un certain nombre d'années sans être renversé. Sauf qu'il a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Jean Dorido. Oui, non, pour moi, la question majeure, c'est ce qu'a soulevé Elisabeth Lévy à l'instant, c'est de savoir en réalité quelle majorité va pouvoir se détacher de cette assemblée tripartite. C'est ça la réalité. Et une autre question que j'aimerais soumettre à notre invité, c'est, on a vu, notamment à l'époque du gouvernement d'Elisabeth Borne, qui n'avait pas de majorité absolue, à quel point les motions de censure déposées à l'Assemblée à l'occasion de chaque 49.3 ne passaient pas, précisément parce que des camps antagonistes refusaient de faire alliance pour qu'une motion de censure, eh bien, ma foi, advienne. Et là, je me demande, si on regarde mathématiquement, effectivement, n'importe quel gouvernement pourrait tomber à condition que des opposants s'unissent à la fois au NFP, au RN et chez les LR. Et je me demande, si vous voulez, demain, quelle majorité peut se détacher de l'Assemblée, et puis aussi, quelle opposition suffisamment puissante pour faire tomber un gouvernement peut tomber. Monsieur de Galhau, qui serait Premier ministre, j'imagine pour le coup qu'il y aurait une majorité, si elle le décidait, qui pourrait faire tomber le gouvernement avec une motion de censure. Léonidas Kalogeropoulos. Léonidas, on vous écoute. Oui, je vous remercie parce que finalement, bien entendu, l'arithmétique parle d'elle-même. Arriver à faire sortir une majorité de tout cela va être compliqué. En revanche, on peut imaginer qu'un certain nombre de cadres soient bien identifiés. Vous savez, les entrepreneurs sont aujourd'hui, se parlent énormément et réfléchissent à ce que sont leurs priorités. Parmi les priorités, il y en a que l'on retrouve à gauche et il y en a que l'on retrouve à droite. À gauche, tous les entrepreneurs sont unanimes à considérer que le travail dans notre pays ne paye pas suffisamment. Ça, je vous fais pas dire. Nous sommes tous collectivement favorables à ce que nous trouvions des voies pour que le salaire net et le salaire brut soient les plus proches possibles. Nous savons que l'écart est trop important et là, il y a des voies qui peuvent être trouvées. Je pense que sur cette valorisation du travail, on peut aller trouver des voies du côté de la gauche. Et puis, parallèlement, nous voyons le spectacle d'une agitation perpétuelle dans nos rues qui menace, avec un désordre constant, la vie économique française. Là aussi, des mesures en faveur de l'ordre peuvent être trouvées avec des majorités qui sont d'ailleurs très larges, qui peuvent aller de la droite à la gauche du gouvernement. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, problématique par problématique, autour d'un bien commun qui est toutes les entreprises, tous les entrepreneurs et tous les salariés de France, pour essayer de faire en sorte que nous n'ayons pas, à côté d'une agitation politique, un effondrement économique. Et bien nous vous posons cette question. Donc, Emmanuel Macron est-il contraint de nommer un Premier ministre LFI? Vous nous appelez au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio. Qu'en pensez-vous? Vous votez sur X et vous nous dites bien non, à 81% toujours, ça n'a pas bougé. Hein. Est-ce que ça serait faisable finalement cette histoire de Premier ministre LFI? Parce qu'il faut quand même une certaine compatibilité, Philippe Bilger. Bien sûr, surtout qu'il y a au sein de la Macronie des personnalités politiques qui voulaient bien d'une grande coalition, sauf avec LFI et bien sûr le Rassemblement national. Et je dirais, le nouveau Front populaire est tout de même très conscient du caractère sulfureux d'un Jean-Luc Mélenchon qui a encore une énorme influence sur LFI. Donc ça va être un casse-tête absolu pour le président. Ouais, Léonidas, vous voulez répondre à Philippe Bilger? Parce que ça a été un référendum pour ou contre le Rassemblement national, cette élection. Mais vous mettez demain un Premier ministre issu de LFI à la tête du gouvernement, pardonnez-moi, mais le lendemain matin, vous avez une motion de censure qui réunit au pire les 2/3 et j'espère les 4/5 de cette nouvelle Assemblée. Parce que
ce monsieur qui veut mettre le pays à feu et à sang en proférant des propos antisémites dès qu'il peut à longueur de journée, eh bien, heureusement qu'il a contre lui une très grande majorité de cette Assemblée, donc il ne tiendrait pas 24 heures. Et j'allais dire que c'est en cela... Et à l'intérieur même de LFI, il y a des voix dissonantes. Excusez-moi, juste sur ce point, je suis quand même frappé par le fait que beaucoup de candidats ont été élus, si vous voulez, malgré leur position. Je vous fais la liste, si vous voulez. Apparemment, pour les électeurs du Val-de-Marne, je vous fais pas la liste, mais d'un certain nombre de gens de la France insoumise qui ont eu des propos tout à fait dégueulasses, et je pèse mes mots sur le 7 octobre, si vous voulez, visiblement, c'est un point de détail pour les électeurs, hein, et pour les états-majors. Donc moi, si vous voulez, je fais quand même là-dessus, je trouve que je suis étonné de la réaction des électeurs aussi, qu'ils aient validé ça, quoi. Au bonheur, Chikirou, pardon. Jean Dorido. Oui, non, c'est vrai que je m'étonne de l'assurance de monsieur Leonidas Kalogeropoulos sur cette idée qu'un Premier ministre issu des rangs de LFI tomberait le lendemain. C'est précisément une question qui m'interroge. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, encore une fois, avec cette stratégie du barrage, cette stratégie et cette posture qui consiste à ne surtout pas se salir par une quelconque alliance, les députés tout fraîchement élus pourraient typiquement, quelle que soit leur couleur politique, refuser de s'associer par exemple au groupe parlementaire RN et Ciotiste pour une motion de censure, par ce fameux principe de dire non, je refuse de participer finalement à un obstacle à la démocratie en votant une motion de censure. Donc je vous trouve quand même plein d'assurance, je m'autorise à vous le dire, voilà, en douceur sur cette idée. Absolument, plein d'assurance. Et je vais vous dire pourquoi je suis plein d'assurance. Ça m'intéresse. Si, je voudrais revenir au début de notre discussion. Si le résultat a été celui d'hier soir devant le Rassemblement national, c'est parce qu'il était annoncé comme étant potentiellement aux portes du pouvoir. Aujourd'hui, si la porte du pouvoir était accessible à LFI, il y aurait le même tir de barrage. Elle l'est. Aujourd'hui, elle l'est, monsieur. Aujourd'hui, des proportions aussi importantes, voire plus importantes, en particulier compte tenu de l'antisémitisme latent ou explicite d'un certain nombre de ses membres. Donc, effectivement, c'est avec une très grande assurance et une certaine satisfaction, je ne vous cache pas, que je suis absolument certain pour me dire qu'il y aurait bien deux tiers. Alors, il y a des débats. Je vais juste répondre, pardon, en 2 secondes, parce que précisément, c'est toute l'impasse de la stratégie du barrage de Castor, c'est qu'aujourd'hui, LFI est aux portes du pouvoir. C'est une réalité. Il y a des élus. Nous avons effectivement un candidat fiché S, paraît-il, qui est aujourd'hui un élu de la République. Il a une écharpe tricolore, ce monsieur. Ça, c'est une réalité. Mais il est condamné, ce qui est plus grave. Aujourd'hui, ils sont aux portes du pouvoir, et quand monsieur Mélenchon dit, avec son talent de tribun qu'on lui connaît, que le président a le devoir de nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire, d'une certaine façon, il a raison. C'est le groupe parlementaire aujourd'hui le plus important. Alors, donc, si vous voulez, c'est toute la limite quand même de ces stratégies très hasardeuses. D'accord, les vraies voix. Juste pour conclure, parce qu'il nous reste 1 minute. Quel est le profil que vous imaginez comme futur Premier ministre Philippe Bilger? Boris Vallaud. Elisabeth Lévy. Là, je suis désolé. Je sais pas. Un profil. Je sais pas, Olivier Faure. Vous voulez vraiment un cauchemar, Olivier Jean Faure. Dorido. Xavier Bertrand. Et vous, Leonidas Kalogeropoulos, vous redites ce que vous avez dit tout à l'heure? Un grand capitaine d'industrie. Eh ben voilà. Eh bien, merci. Et je voudrais juste vous dire que s'il faut 289 voix pour avoir une majorité, c'est certainement pas un parti qui a 78 sièges qui peut être aujourd'hui à la porte du pouvoir. Puissiez-vous dire, En tout cas, c'est passionnant, hein, Judith. C'était une première qu'on a adorée. On n'est pas en été, en fait. Excusez-moi, pour le Premier ministre, mon téléphone sonne. Je vais peut-être vous laisser, j'ai un appel de l'Élysée. 0826 300 300, notre future ministre de l'Intérieur, Elisabeth Lévy, ici présente. Merci, Judith. Voilà, c'est ça. Ça me va droit au cœur que vous reconnaissiez mes talents. Vos talents pour le ministère de l'Intérieur. Je prendrai les armées aussi, sinon. Bon, en tout cas, nous, on vous retrouve demain à 17h. Vous
Vous avez voté, hein, on dit quand même les résultats du vote à cette question. Hein. Vous dites non. Emmanuel Macron n'est pas contraint de nommer un Premier ministre LFI à 81%. Et ben à demain. Oui, alors il faut savoir que là, on file à Avignon. On file à Avignon, évidemment. Dans un instant, bien sûr, il y aura l'info. Mais pendant tout ce mois de juillet, le Festival d'Avignon, c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio.